Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV, la chaîne de la diversité pour ce nouveau bulletin d'information dont voici tout de suite le sommaire. 225 éléments des forces armées nationales ont quitté le pays hier pour aller contribuer au maintien de la paix en Centrafrique. Lancement aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un atelier d'information et de restitution des études sur les diagnostics de la chaîne de valeur du lait. Un autre atelier s'est également tenu à Nouakchott aujourd'hui, celui de la dissémination de la note de politique sur la croissance verte inclusive en Mauritanie. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous pour le développement de toutes ces informations. Je vous le disais en titre, l'avion de l'Organisation des Nations Unies décolle de l'aéroport de Nouakchott avec à son bord 225 éléments de l'armée nationale. C'est la dernière vague du bataillon comptant 450 éléments devant rejoindre le dispositif de la mission internationale en Centrafrique. Un reportage signé Ba Abdoulaye Falilou. Cet avion frappé des couleurs de l'Organisation des Nations Unies décolle de l'aéroport de Nouakchott avec à son bord 225 éléments de l'armée nationale. C'est la dernière vague du bataillon comptant 450 éléments devant rejoindre le dispositif de la mission internationale en Centrafrique. Dans quelques semaines, un complément de 300 éléments les rejoindront là-bas. Sur demande des Nations Unies, la Mauritanie a effectivement accepté d'augmenter sa participation pour suppléer au départ des Congolais auxquels on rapproche de mauvais comportements vis-à-vis des civils. 700 militaires et 120 gendarmes en Centrafrique, 140 gardes en Côte d'Ivoire et des dizaines d'observateurs au Mali, au Darfour et ailleurs sur le théâtre des opérations du maintien de la paix dans le monde. C'est ce que le ministre de la Défense, Diallo Mamadou Bacha, a rappelé au départ des soldats en soulignant l'engagement de la Mauritanie dans le cadre du maintien de la paix en Afrique. Le ministre a appelé les soldats à faire preuve de responsabilité, de morale et de valeurs mauritaniennes vertueuses et originales pour sauvegarder la réputation de leur pays au sein des nations tout en affirmant qu'ils ont été bien formés pour leur mission. Profitant de la cérémonie à laquelle participait le chef d'état-major des armées, le ministre de la Défense a précisé que l'envoi de ces troupes n'affecte en rien le dispositif de défense du pays qui est pris en charge entièrement par l'armée nationale sans aucune intervention extérieure. Il n'y a aucune force étrangère qui intervient en Mauritanie. Aucune force étrangère n'intervient en Mauritanie. La défense de nos frontières, la protection de nos citoyens, la lutte contre le terrorisme dans notre pays sont entièrement assurées sur l'étendue du territoire et jusqu'au dernier kilomètre par nos forces armées et de sécurité. Il n'y a pas une seule force étrangère qui intervient. Mais naturellement, nous coopérons avec tous les pays amis, avec tous les pays voisins. Et dans ce cadre, il existe des relations qui se manifestent par des visites, par des échanges d'informations, parfois par des manœuvres communes. Et dans ce cadre-là, nous avons un groupe de militaires français, une quarantaine, qui se trouvent basés à Attar, qui interviennent dans la formation et le renforcement des capacités de nos unités. Donc ils nous aident à assurer la mise à niveau de nos unités dans certains domaines. Et concernant les informations reprises par certains médias sur l'éventualité d'encadrillage du dispositif Barkhane dans le territoire mauritanien, le ministre est formel. Nous coopérons avec Barkhane dans le cadre de la coopération que je viens d'évoquer, bilatérale, mais nous ne faisons pas partie du dispositif intégré de Barkhane. Nous ne faisons pas partie du dispositif opérationnel intégré de Barkhane. Cela veut dire que Barkhane n'intervient pas dans notre territoire, ils n'ont jamais d'ailleurs intervenu, et il n'y a d'ailleurs pas de raison qu'ils interviennent. Rappelons que cet envoi de troupes intervient au moment où la présidentielle centrafricaine vient de s'achever dans le calme et où l'Union africaine vient de nommer l'un de nos compatriotes comme représentant spécial. La mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, compte 10 000 hommes. Sa présence participe à la normalisation de la vie dans ce pays déchiré par une guerre civile qui oppose les communautés entre elles
et qui a occasionné des exactions meurtrières. Lancement aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un atelier d'information et de restitution des études sur le diagnostic de la chaîne de valeur du lait et le marché du lait dans les bassins du Trarza et des Audes. Cet atelier est présidé par le représentant du ministère de l'élevage. Fatimata Haché nous en dit plus. L'école du développement local, en collaboration avec le ministère de l'élevage, a organisé un atelier d'information et de restitution des études sur le diagnostic de la chaîne de valeur du lait et le marché du lait dans les bassins du Trarza et de Aude. Les objectifs de cet atelier sont de présenter les résultats des études préalables portant sur le projet Progrès Lait, présenter la restitution de 10 études réalisées par le projet, l'étude du marché du lait dans les bassins du Trarza et du Aude et l'étude diagnostique de la chaîne de valeur lait dans les bassins de Aude. L'objectif aujourd'hui de l'atelier, c'est de présenter deux ateliers. Un atelier sur la restitution des études et l'étude de marché. Et un autre, c'est la présentation du projet pour progresser au niveau de la Mauritanie. L'atelier est organisé par l'ONG EcoDev en partenariat avec ENDA sur le financement de l'Union européenne. C'est juste pour inciter la population de savoir qu'en Mauritanie, qu'il y a le lait et qu'on peut le transformer au niveau national et appuyer surtout sur les autorités pour que la consommation soit locale et que la production aussi soit locale. Parce qu'en Mauritanie, le lait, il y en a beaucoup en Mauritanie, mais les gens ont tendance à vouloir le produit importé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'atelier est là, c'est pour faire comprendre les gens qui sont là qu'il faut consommer local et aussi produire au niveau de la Mauritanie. Actuellement, la Mauritanie importe environ 15 milliards d'ouguiya par an sur les produits importés et sur les produits laitiers. Il faut dire que le Progrès Lait est un programme de développement de la chaîne de valeur lait qui met l'entrepreneuriat rural au cœur de sa démarche en mettant à la disposition des acteurs, notamment les femmes à la base, d'abord des plateformes énergétiques pour la conservation du lait et ensuite une approche de partenariat public et privé à vocation communautaire comme instrument de développement du marché du lait. EcoDev est un acteur de développement surtout local et rural et on travaille sur effectivement l'économie locale, le développement économique local et particulièrement ce projet est un projet d'appui à l'énergie pour électrifier les zones de production laitière. Donc en milieu rural, la plupart des zones de production laitière, il n'y a pas d'énergie et donc l'idée c'est de fournir par le solaire l'énergie dans ces zones-là et de permettre à des producteurs laitiers de conserver les laits et de le fournir aux usines laitières, que ce soit l'usine de lait au niveau de Nema, ou que ce soit les usines privées au niveau du bassin du Trarza et du Brakna, et de les aider à être capables effectivement de produire un lait hygiénique et le vendre au niveau des distributeurs, au niveau des industriels. À noter que les objectifs de ce projet sont le développement de l'économie rurale à travers l'extension de l'horizon, des opportunités de valorisation de la chaîne de valeur lait par l'amélioration de l'accès aux services énergétiques durables, renforcer l'accès à l'énergie durable et stable, promotion de l'entrepreneuriat, notamment féminin, pour le renforcement du pouvoir économique des femmes par l'accès aux plateformes solaires de conservation du lait et de la mise en place de modèles d'organisation efficace des petits producteurs et de partenariats innovants susceptibles d'impulser le développement d'un marché autonome de collecte et de commercialisation du lait à travers la professionnalisation de la chaîne de valeur. Ce projet concerne deux pays, la Mauritanie et le Sénégal, qui sont aussi les zones d'intervention. Rappelons que la Mauritanie a initié une stratégie de développement du secteur rural à horizon 2025, dont l'une des priorités est le développement des filières animales pour accroître les productions et renforcer la compétitivité de la filière lait. Par ailleurs, un projet de gestion des parcours et de développement de l'élevage avait été lancé et une étude sur le développement de la production animale par l'amélioration de la collecte, la transformation, la valorisation et la commercialisation des produits et sous-produits de l'élevage a été menée dans ce cadre.
Le progrès s'articule à tous ces plans qui ont été entrepris dans les deux pays afin d'assurer sa meilleure mise en œuvre. Merci à vous, Fatima Tadéachi, pour ce reportage. Au cours d'une conférence de presse animée ce dimanche 21 février dans un hôtel de la place, le docteur Saadou Louleid a accusé le bureau d'IRA de faire de la cause Haratine un fonds de commerce. Saadou Louleid a recusé son renvoi d'IRA. IRA, c'est nous, ici présents dans cette salle, affirme-t-il. Et parmi les figures connues de l'IRA qui étaient présents dans la salle, il y avait notamment Ahmed Ould-Abeid, président du parti RAG, une formation politique créée par IRA qui n'a jamais été reconnue par les pouvoirs publics. Également présent, Cheikh Ould Mahmoud. Saadou Louleid a également rejeté les accusations de corruption portées contre sa personne et ses amis. Un atelier de dissémination de la note de politique sur la croissance verte inclusive en Mauritanie s'est également tenu aujourd'hui à Nouakchott pour élaborer une feuille de route de l'agenda post-2015. Cet atelier est présidé par le ministre de l'économie et des finances et le reportage est signé Ramata Alioudem. Cet atelier, qui fait suite à deux autres tenus tous les deux en 2013 pour préparer et valider respectivement cette importante étude, est le prolongement du processus entamé avec l'assistance de la Banque mondiale pour une transition vers une croissance verte inclusive dans le pays. En effet, la Mauritanie, à l'instar d'un nombre important de pays à travers le monde qui ont commencé à formuler ou à mettre en œuvre des stratégies visant à asseoir une économie verte dans le cadre de leurs objectifs de développement, a décidé de préparer une transition vers une économie verte inclusive en vue de concevoir et d'exécuter une politique globale qui consistera à favoriser la croissance économique et le développement, tout en garantissant que le patrimoine naturel continuera d'offrir les ressources et les services environnementaux dont dépend notre bien-être. Il s'agira là d'une décision stratégique, un choix politique majeur du gouvernement et de renouvellement des ressources naturelles en vue d'assurer un développement durable. L'atelier qui vient de se tenir a été dédié justement à la dissémination du document final de la note de politique sur la croissance verte inclusive en Mauritanie. Ce processus de préparation donc a débuté en 2013 et vient de s'achever. La première phase de ce processus vient de s'achever et elle portait sur un diagnostic justement des secteurs naturels dans notre pays et le rapport dans le développement de notre pays. La croissance verte inclusive est une priorité de l'agenda de développement du G20 depuis 2012. En boitant le pas aux résolutions du groupe des 20 ou le G20, le gouvernement mauritanien a sollicité l'aide de la Banque mondiale vers la fin de 2013 afin de l'accompagner dans le processus de préparation d'une note de politique sur la croissance verte et inclusive et de lui apporter toute assistance nécessaire pour concrétiser et opérationnaliser le concept, a déclaré Louise Gord, directrice des opérations pour la Mauritanie, Banque mondiale. L'événement aujourd'hui vient à point nommé pour opérationnaliser les recommandations de la note de politique sur la croissance verte et inclusive en Mauritanie pour être en parfaite cohérence et harmonie avec la stratégie de la croissance accélérée de la prospérité partagée SCAP 2016-2030 en cours d'élaboration et qui succède au cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. La transition vers une croissance verte inclusive constitue une opportunité, une nécessité, une solution aux problèmes auxquels les modèles de croissance économique utilisés jusqu'ici ne répondent pas, tels que le changement climatique sous l'effet de gaz à effet de serre qui ont bouleversé les écosystèmes et provoqué l'érosion des sols, la sécheresse, les inondations et la perte de la biodiversité, l'augmentation des risques de pollution par les déchets et les carburants de transport, la dégradation de l'environnement, l'exploitation à outrance des ressources naturelles, une activité économique imprudente recherchant le profit au détriment du bien-être social et d'un environnement durable.
La capitale économique a abrité hier soir les manifestations marquant la clôture de la 5e édition du Festival du patrimoine de pêche maritime organisé par la Wilaya en collaboration avec le ministère des Pêches et de l'économie maritime. La 5e édition de ce festival a été caractérisée par des exposés sur le rôle des entreprises opérant dans le secteur, mais aussi permettant de mieux connaître le patrimoine culturel des Imraguènes, ainsi que par des soirées artistiques et folkloriques. Le Walid d'Arlet Nouadhibou, M. Mohamed Valoul Ahmed Youra, a, en présidant la clôture de ce festival, indiqué qu'il a pour objectif d'ancrer la clôture de pêche maritime et de mieux faire connaître son rôle dans le développement économique. Il a relevé que cette édition coïncide avec des réformes structurelles dans le secteur, dont notamment l'adoption d'une nouvelle stratégie au service du secteur et qui œuvre à le développer. La cérémonie de clôture qui a donné lieu à la distribution d'attestations de reconnaissance aux entreprises qui participent au festival s'est déroulée en présence du maire de la commune de Nouadhibou, des autorités administratives et sécuritaires de la Wilaya ainsi que des représentants des sociétés opérant dans le domaine des pêches. Voyants et marabouts, avant tout connaisseurs de la psyché humaine, de très fins psychologues qui entrevoient vite le profil du client et en le faisant parler sans que celui-ci ne s'en rende compte forcément, ils assènent leurs suppositions souvent de façon juste. Mamadou Dembassi, reportage. Ici, à la polyclinique, c'est l'une des places fortes du maraboutisme à Nouakchott. Certains les appellent des guérisseurs ou tout simplement des liseurs d'avenir. Ces hommes ou femmes ont une clientèle prête à tout pour voir exaucer ses désirs. Retrouver un bien perdu, avoir une promotion, guérir d'une affection grave, etc. Ces marabouts qui prétendent avoir des forces surnaturelles, pouvoir tout, se concentrent dans la capitale Nouakchott. Ils se comptent d'abris de fortune, tentes, baraques, hangars qu'ils érigent dans les coins et recoins de la polyclinique, guettant leur proie livrée à la peur et ne sachant plus à quel sens vouer. Un constat s'impose quand même. La plupart des maîtres des lieux ne sont pas mauritaniens. Un seul a accepté de nous parler et celui-là est un Mauritanien. Je pratique le maraboutisme depuis 1984. Je ne suis pas comme les autres parce que j'ai recours au Coran et à la Sunna du prophète. Je ne prends rien avant que l'objectif de la visite ne soit réalisé. Je pratique aussi l'art divinatoire après que le client ait dit son nom et l'objectif de sa requête. Alors, je dors avec ses affaires et le lendemain, je dis au client ce que j'ai vu dans mon sommeil. Actualité internationale en bref et en images avec Ismaël Mustafa Taoudia. Au Niger, premier tour électoral paisible avec un engouement non négligeable, nonobstant quelques dysfonctionnements dans l'organisation. En lice pour un second mandat, Mamadou Youssoufou, candidat à sa propre succession, a voté ce dimanche dans la capitale Niamey. Mamadou Youssoufou du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme est arrivé au pouvoir en 2011. Il brigue un second mandat, mais devra se défaire de certains redoutables rivaux. Il s'agit entre autres des opposants Seynou Oumarou et Hama Amadou. Ce dernier est gardé en prison. En cas de parité au premier tour, les différents candidats seront appelés à un second tour. Dès l'ouverture des bureaux de vote à 8 h, les 7,5 millions de Nigériens inscrits sur les listes électorales avaient pris d'assaut les 25 000 bureaux de vote. Dans certains quartiers de la capitale Niamey, les dysfonctionnements ont été signalés, le retard dans l'ouverture et l'absence de matériel électoral. D'après plusieurs indiscrétions, les résultats qui devraient en principe être annoncés dans les 5 jours suivant le scrutin pourraient être proclamés mardi ou mercredi. Sortir le Niger, l'un des pays les plus pauvres de la planète, de la misère et combattre les groupes djihadistes sahéliens ainsi que les islamistes nigérians de Boko Haram, tels sont quelques-uns des principaux défis qui attendent le prochain président. Les 159 000 électeurs de la Grande Comore ont participé massivement au scrutin présidentiel qui oppose 25 candidats. Selon la dizaine d'observateurs sur le terrain, le vote s'est déroulé dans une atmosphère calme sans incident majeur. Ils notent de petits retards à l'ouverture des bureaux de vote. Ouverts à 7 heures locales, les différents bureaux de vote étaient équipés de dispositifs antifraude. Pour cette élection, la commission électorale a interdit les votes par procuration, comme ce fut le cas au cours des législatives en 2015, taxées de frauduleuses.
Pour ce premier tour, seuls les habitants de la Grande Comore votent en raison de la constitution particulière de l'Union des îles. Au second tour, les 301 000 électeurs des 3 îles départageront les candidats qui accéderont à ce tour prévu le 10 avril. Du fait de sa constitution singulière, ce petit État de 770 000 habitants impose une présidence tournante. De ce fait, le président sortant, Ikililou Douaninine, de l'île de Moheli, ne pouvait pas se représenter. Au Caire, les leaders africains en conclave dans le cadre du sommet Égypte-Afrique réfléchissent au moyen d'encourager les échanges et les investissements sur le continent. Trouver des investisseurs est devenu un casse-tête pour les pays africains ces dernières années du fait de la recrudescence de l'insécurité. Pourtant, pour se développer et faire avancer les projets, les dirigeants n'ont pas le choix, il faut trouver de l'argent frais. Au cours des discussions, les intervenants ont mis l'accent sur la nécessité d'investir dans les infrastructures. Pour mener à bien ces projets majeurs en Afrique, le bon réflexe à développer serait de compter d'abord sur les efforts des investisseurs issus du continent. La Banque africaine de développement et l'Afrexim Bank sont pour l'instant les deux principales institutions financières multilatérales du continent. Des institutions qui militent pour une meilleure intégration des économies d'un continent considéré comme le plus fragmenté de la planète. Avec 54 États séparés par une multitude de frontières, seuls 10% des échanges en Afrique se font entre Africains. Un taux à mettre en rapport avec les 50% de l'Asie, par exemple. Dans le sud de l'Irak, un appareil radioactif fortement dangereux a été retrouvé près d'une station essence. Il avait été volé en novembre dans l'entrepôt d'une société américaine spécialisée dans les services pétroliers. L'objet, découvert par un passant, n'a pas été endommagé selon les tests réalisés sur place, qui n'ont pas révélé de fuite radioactive. Sa disparition avait fait craindre un vol par des groupes djihadistes susceptibles de l'utiliser pour la fabrication d'une bombe. Il est probable que l'appareil ait été dérobé par des employés de la compagnie américaine, explique un fonctionnaire du conseil provincial de Basra. Ils n'auraient pas pu le vendre faute de connaissances sur le sujet. Il est également probable qu'ils aient été informés de l'opération menée par les autorités pour le retrouver. Ils auraient alors décidé de s'en débarrasser. Cet appareil de détection d'éventuels défauts sur du matériel servant aux oléoducs et aux gazoducs peut entraîner la mort et en tout cas des lésions irréversibles en cas de mauvaise utilisation. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Place tout de suite au rappel du sommaire. 225 éléments des forces armées nationales ont quitté le pays hier pour aller contribuer au maintien de la paix en Centrafrique. Lancement aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un atelier d'information et de restitution des études sur le diagnostic de la chaîne de valeur du lait. Un autre atelier s'est également tenu à Nouakchott, celui de la dissémination de la note de politique sur la croissance verte inclusive en Mauritanie. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, à la même heure.